Et donc, moi, ce que je cherche à savoir, c'est que vous me fassiez, vous les vignerons, un retour d'expérience sur la manière dont vous communiquez autour de vos terroirs au travers de vos vins. La dégustation géosensorielle, c'est une dégustation où on va mettre le focus sur le toucher tactile en bouche. C'est des vins qu'on va déguster à l'aveugle en général. Et avec la pratique, et surtout avec la magie des vins de lieu, c'est que quand on déguste des vins de lieu, on s'aperçoit que le toucher de bouche t'envoie vraiment tous les messages du lieu. Et les messages du lieu, ça passe par le sol, le sous-sol, comment la vigne s'est comportée dans cet environnement-là. Et en fonction de la nature de ton sol, est-ce que tu vas être plutôt sur un sol calcaire, un sol beaucoup plus argileux, un sol de granit, ou est-ce que dans ton sol tu vas avoir un sol pauvre, un sol plus riche? Toutes ces informations-là, en fait, tu as l'information en bouche. Et comment elle se traduit? Elle va se traduire par une énergie que tu vas percevoir, par des couleurs mentales qui vont apparaître, par une géométrie plus facilement identifiable grâce au tanin de tes vins. Tu vas avoir une certaine consistance en bouche. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça se pose? Quelle est sa texture? Donc là, quand on parle de texture, on va parler de granulométrie. On va faire le parallèle avec un toucher comme un toucher de tissu. Je veux juste que tu me dises comment toi, en plus toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as une formation WSET plus l'apport de Christian, et voir comment vous parlez de vos Ashberg, comment vous parlez de vos Fersigberg, quelles sont les caractéristiques que vous mettez en avant pour valoriser ces vins-là, et puis surtout pour raconter leur identité. Que ça soit sur les grands crus, mais aussi sur vos lieux-dits. Est-ce que votre discours a évolué aussi? On cherche effectivement constamment à faire évoluer le discours ou du moins à l'enrichir. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément... moi, j'ai pas autant d'expérience que vous dans la partie géosensorielle, parlant purement. La manière dont nous aujourd'hui on présente un vin de lieu, un vin de terroir, en fait, on va déjà le positionner dans son contexte historique. Donc, quel est son contexte historique au niveau de l'histoire générale de la région? Voilà, qu'est-ce qui était à l'époque en place, comment ça fonctionnait, sachant que souvent c'était aussi les moines qui exploitaient des abbayes, qui eux-mêmes exploitaient du parcellaire. Donc on va parler du contexte général, on va parler du contexte plus particulier aussi lié à la famille. Qu'est-ce qui se passait dans la famille à cette époque, qui sont les protagonistes principaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle a été leur action dans le contexte familial. Et on va parler ensuite purement et simplement dans la dégustation de ce qu'on ressent au niveau du vin. Alors, moi je trouve le côté effectivement WSET, ça te permet d'avoir une approche analytique pure, je dirais, et en mettant un petit peu de côté une subjectivité qui me paraît tout autant nécessaire dans la dégustation d'un vin. Mais c'est une composante que je trouve intéressante pour parler d'un vin dans son ensemble. Donc il y a déjà la dégustation, on va dire, analytique. Voilà, première vue, premier nez, deuxième nez, bouche, donc attaque, milieu de bouche, fin de bouche, structure, longueur, voilà, qui est la dégustation purement analytique. Et bon, après, bien évidemment, ça dépend aussi à quel public on s'adresse. On va pas appliquer le même niveau de détail. Certains ont plus une approche de plaisir pur, d'autres une approche beaucoup plus poussée au niveau de toutes ces composantes. Donc, on essaie déjà de s'adapter à chacun aussi. Donc, on a cette approche, on a cette capacité d'avoir cette approche analytique pure. Et après, effectivement, la difficulté, c'est qu'on va toujours goûter un vin à un instant T, je trouve. Nous-mêmes qui connaissons nos vins, on les déguste à un instant T et on se rend bien compte qu'il y a des jours où on est plus ou moins à l'aise avec la dégustation, dans la dégustation, où on a des sensations un peu différentes que d'autres. Et moi, ce qui me ramène vraiment à l'identité du lieu, c'est quand j'ai la possibilité de faire des verticales sur des terroirs. Où là, vraiment, quand parfois, surtout quand un vin est jeune, je trouve que c'est assez difficile de donner la dimension d'un vin de lieu
dans sa jeunesse, parce qu'il y a des composantes assez primaires et on touche pas encore du doigt l'ensemble des composantes d'évolution ou tertiaire qui donnent aussi une complexité, qui donnent une facette absolument extraordinaire au vin. Et le fait de pouvoir faire des verticales sur des terroirs, ça permet aussi d'apporter des éclairages différents en fonction des retours qu'on peut avoir. Et vous n'avez pas identifié de marqueurs? Si. Parce que les marqueurs, vous les connaissez dans la structure du vin. Oui, complètement. Et de quoi? Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? De quoi vous parlez? En fonction des terroirs, par exemple, le Fersigberg en Riesling, ça va être toujours ce côté très longiligne, ce côté extrêmement fin, élégant, qui est pas du tout dans le côté démonstratif d'une puissance démonstrative, mais vraiment sur la touche finale qu'on va pas forcément percevoir au nez, mais qu'on va percevoir en fin de bouche. Avec plus ou moins de salinité, plus ou moins de minéralité, mais encore là on touche à la définition de la minéralité et là il y a quelques écrits déjà qui ont été faits par différentes personnes, mais je crois notamment Olivier Humbrecht qui avait fait, il me semble, un dossier très détaillé dans le cadre de son Master of Wine sur la minéralité et qu'il mettait à disposition, me semble-t-il, sur son site internet. Donc ça aussi, la minéralité, c'est un vaste ça sujet, peut aussi être un fourre-tout. Ouais. C'est un fourre-tout d'ailleurs. Tout dépend de quelle minéralité on parle. Complètement. Et donc c'est très difficile. En fait, on se rend compte que c'est pas si facile que ça de faire passer un message à la personne qui, si on replace les choses dans leur contexte, on dit d'après les statistiques qu'on peut lire par-ci par-là, on entend que il y a à peu près 3 à 4% des personnes qui sont très très pointues en dégustation. Donc ça veut dire quoi? Qu'on s'adresse qu'à ces personnes? C'est pas possible. Bon alors après je le souhaite pas particulièrement à qui que ce soit, mais durant le Covid, en perdant le goût et l'odorat, j'y pensais plus d'une fois, honnêtement, parce que j'étais vraiment sur des textures et le côté feuilleté ou le côté granuleux ou le côté très longiligne, c'est quelque chose, comme tu n'as plus que ça, tu te focalises que là-dessus, quoi, à fond là-dessus. Après, c'est une dimension extrêmement intéressante et qu'il faut effectivement développer. Après, je ne sais pas dans quelle mesure inconsciemment le cerveau enregistre un certain nombre d'informations entre le nez, entre la rétro-olfaction, entre le goût, entre la texture de bouche. Je pense que c'est souvent une espèce de boîte à outils dans laquelle on a tout mis dedans, mais qu'on ne sait pas segmenter, tu vois. Et donc effectivement dans le discours, moi, le toucher de bouche, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important parce que en plus t'as l'attaque, t'as le milieu de bouche et t'as la fin de bouche. Et à chaque fois, t'as une histoire qui se raconte. Voilà, et l'histoire qui se raconte, tout d'un coup, tu te rends compte que c'est l'histoire de ta vigne. Complètement. La seule chose, tu vois, qui me fait relativiser, c'est de se dire, c'est l'histoire de la vigne qu'on est capable de raconter sur 20 ans. Aujourd'hui, parce que je prends notre cas où Christian exploite les vignes depuis 20 ans, ou alors il a peut-être pu faire le trait d'union avec son père sur comment il exploitait avant, mais je pense que l'approche de la dégustation était peut-être pas tout à fait la même non plus. Ou alors tu as une œnothèque qui remonte sur plusieurs dizaines de millésimes, ou alors tu vas à la confrérie Saint-Étienne et tu ouvres des bouteilles qui sont sur des terroirs donnés. Après, il faut pas oublier aussi que effectivement, tu vas avoir cette trame de terroir. Après, la stylistique des vins aujourd'hui a beaucoup évolué aussi en fonction des pratiques culturelles, ça tu le disais. Moi, typiquement dans le Fersigberg, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as à la fois ces arômes de fruits, tu peux retrouver des fleurs, mais tu retrouves aussi des herbes aromatiques, tu retrouves des plantes méditerranéennes. Et c'est extrêmement étonnant parce que là-bas, c'est un endroit où j'ai de l'origan sauvage qui pousse. C'est ça. Ça veut dire que la vigne, elle capte toutes les informations de son environnement, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui fait que ton vin, il devient complètement unique parce qu'il est l'expression du lieu et de son environnement. Et c'est ça aussi ce que la dégustation géosensorielle va t'apporter, parce qu'il y a la dimension tactile, mais il y a aussi tu as quand même des tendances aromatiques qui vont émerger d'un lieu, quoi. Du coup, on a été amené à replanter, tu vois, du thym, du romarin, de la lavande, mais c'est une espèce de cercle vertueux qui se met en place parce que tu as des petites notes comme ça, et tu vois qu'en fait ces herbes se trouvent de façon spontanée dans cet endroit. Tu étudies aussi l'histoire de tes sols. Tu sais que Sundal, c'était déjà connu au XIIIe siècle.
Et qu'est-ce que ça vaut? Quel était le nom de ce lieu au XIIIe siècle? Sundlitten. Sundlitten, ça veut dire quoi? Il y a une racine proto-germanique là-dedans qui signifie petite côte rôtie. C'est pas le hasard. On donnait pas des noms de lieux complètement par hasard. Il y avait toujours une logique à quelque chose. Donc c'est l'endroit le plus pentu des Guisheim, c'est l'endroit le plus ensoleillé des Guisheim aussi, et il y a un marqueur qui se retrouve dans les vins de façon évidente. Tu vois par exemple l'iceberg, j'ai jamais retrouvé ces notes-là. On sera beaucoup plus sur l'exotisme, on sera sur des épaules, il y a la puissance, il y a de la texture, il y a et même au vieillissement, quand on fait des verticales sur ce terroir, je retrouve une identité. Elle n'est pas aussi prononcée, on va dire, en fonction des millésimes et du style du vigneron, parce que le vigneron aussi, il évolue, il mûrit, il avance aussi. Je trouve qu'il évolue avec son vin, avec plein de choses, avec sa connaissance intime du terroir. Parce que pour moi, un vigneron qui est pas dans sa vigne, le message n'a pas autant de force. Et il se fait. Nous, on a revendiqué les vins de lieu, les lieux-dits, depuis que Christian s'est complètement approprié ces terroirs. Au bout de 15 ans ou pas loin, ou au bout de, au moins il a passé au moins 10 ans à voir ça. Alors soit on a un ancêtre qui a quelque part compulsé des données pour permettre d'avoir un apprentissage plus rapide, etc. Soit c'est le vigneron qui, en créant son domaine ou en travaillant sa vigne, s'approprie ça et grâce à sa connaissance intime est en capacité de faire émerger des choses différentes, des lieux-dits ou d'autres choses, ou des vins de terroir. Mais cette connaissance n'est pas spontanée. Elle demande du temps, elle demande vraiment un investissement personnel. Ça c'est. Puis alors de tous ces vignobles finalement. Bon, si, il y a par exemple en Bourgogne. Mais je pense qu'il y a une intention. Même si tu reprends un vignoble un jour, si tu as une intention, si tu as une intention juste, si tu es en capacité de te renseigner sur l'historique du lieu, je pense que tu es en capacité à faire émerger quelque chose déjà, un premier message. Après, je pense qu'il y a des vignobles où c'est sans doute peut-être plus naturel. Je pense particulièrement à la Bourgogne, parce que finalement, leur l'histoire de la région, c'est moins chez nous. Ouais. Donc finalement, cette attention portée au terroir, au climat, à l'identité du lieu, elle a été conservée. Et il y a une espèce c'est de la Bourgogne qui a réémergé la dégustation géosensorielle. C'est eux. Il y a eu des gardiens qui n'ont jamais qui n'ont jamais souhaité se conformer à ce qui s'est passé dans les années 70 et années 80 avec la dégustation sensorielle analytique classique, et puis surtout cette volonté de standardiser un peu les vins. Et puis oui, non, mais c'est sûr que la Bourgogne, ils ont cette histoire. Après, en Alsace, on a aussi une force. Je veux dire, c'est un vignoble de famille. Ouais. Donc théoriquement, tu peux avoir une tradition. Et comme l'attention a été plus ou moins, un petit peu reportée sur le cépage à un moment, c'est vrai que nous, on a une approche matricielle qui est pas forcément si évidente que ça à comprendre de prime abord, mais en fait ça peut être une grande force aussi, parce que finalement on est capable de parler d'un cépage de façon très simplement à un public qu'on souhaite capter et qu'on souhaite ramener au vin. Et aujourd'hui, il faut qu'on en tire les forces qu'on peut en tirer, quoi, parce que les vins de terroir, c'est spontanément. Il y a des amateurs de vin qui viennent pour ça, mais c'est pas la grande majorité. Voilà, c'est pas la Bourgogne, quoi. Non. Donc on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, et nous-mêmes on cherche encore des clés supplémentaires pour valoriser ces vins. La dégustation géosensorielle serait une des clés, parce qu'après dans votre façon de communiquer, vous valorisez pleinement le vin de lieu, parce que vous racontez l'histoire du lieu et surtout l'énergie du lieu. Vos vins à vous seront uniques sur cet endroit-là, quoi. Et on n'est plus dans une démarche. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la géosensorielle, c'est parce que j'ai réalisé que ces dégustations purement analytiques, sensorielles classiques, pouvaient parfois amener à rédiger des commentaires de dégustation qui sont les mêmes sur deux vins qui sont pas du tout de la même région. Et je me disais, finalement. Comment les vignerons ils peuvent valoriser leur vin de lieu si eux-mêmes sont pas en capacité de parler de leurs différences.
Tu vois, parce que et puis les vignerons, il y a ceux qui ont cette volonté, la curiosité naturelle de chercher à décrire un vin, mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Enfin voilà, le vigneron, il peut pas tout faire non plus. Mais l'avantage de la dégustation géosensorielle, c'est qu'on va utiliser des mots simples. Sur des notions compréhensibles par tous, quoi. Tu vois, quand tu parles de texture du vin et que tu fais le parallèle entre un toucher de tissu et ton toucher de bouche, quand tu vas parler d'une toile de jean, de soie ou de toile de jute, les gens, ils vont te comprendre. Quand tu parles de la géométrie du vin, quand tu vas parler de sphère, de rondeur, ou d'un vin triangulaire, ou un vin anguleux, ou d'un vin carré, tu es en capacité d'avoir une image mentale de ce qui se passe en bouche, et tu es en capacité de parler d'un vin de lieu et de t'adapter à un public où tout le monde va te comprendre, quoi. C'est tout l'intérêt en fait de la dégustation géosensorielle. Après, dans la pratique, c'est vrai qu'il faut il faut un petit peu de connaissances, mais l'avantage de vous, vignerons, c'est que vous connaissez vos terroirs par cœur, vous connaissez vos parcelles, vous connaissez les lieux, vous êtes en capacité de retrouver l'information dans le vin. Après, tu vois, Elisheim, il y a un projet, tu l'avais peut-être suivi, de cartographier ou un 5 millième. Donc là, les mesures ont démarré, ils ont commencé il y aura des fosses et puis des mesures aussi qui seront prises directement dans les vignes. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à tous les vignerons qui sont sur le banc de la commune d'avoir une meilleure connaissance de leur terroir. Après, tu vois, nous, au domaine, ce qu'on avait fait par le passé, on avait fait intervenir un géologue. Donc, on a des analyses de sol. Mais entre ce qu'on avait fait à l'époque sur les grands crus et ce qu'on souhaite aujourd'hui, parce qu'on a fait émerger des vins de lieux-dits, ça me semble absolument indispensable d'avoir cette approche-là aussi. Et quelque part, si on veut avancer dans la reconnaissance de nos lieux-dits ou de nos premiers crus, ça passe aussi par ça. Après, c'est pas le facteur unique, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Non, mais il est quand même important, puisque c'est dans cet environnement-là que la vigne évolue. Après il y a la pâte du vigneron, il y a le style, quel est fondamentalement le fruit, il est produit par la vigne, qui est elle-même dans un sol, un sous-sol, une roche-mère, un environnement, une biodiversité. Après vous allez accompagner la vigne à s'épanouir dans son cycle le plus naturellement possible. Voilà. Et à arriver à amener les raisins à maturité. Puis au milieu de tout ça, il y a aussi un contexte de changement climatique, de modification climatique, qui va aussi apporter des changements au toucher de bouche, à la sensation tactile. Et ça, sur un même terroir, il y aura effectivement des petites variantes qui vont forcément se mettre en place. Donc c'est presque infini, je dirais. C'est presque infini. Donc ce qu'il nous faut, c'est une espèce d'alphabet. Là, en fait, c'est une lecture du squelette du vin, quoi. C'est vraiment l'ossature du vin. Mais n'empêche que les marqueurs, ils seront là. Inévitablement. Après, ce qu'on a peut-être pas forcément, tu vois, c'est des boîtes à outils. C'est-à-dire, je m'adresse à un public à qui j'ai envie de donner des petites pistes pour leur ouvrir des portes nouvelles. C'est comme un peu dans le domaine artistique, quand tu commences, on commence par te donner des petites pistes, ça ouvre de nouvelles portes qui vont en ouvrir elles-mêmes d'autres, et comme ça on va pouvoir approfondir un sujet. Mais c'est vrai que si un public qui est pas forcément très connaisseur au départ, tu donnes tout de suite l'ensemble des informations, on va tout de suite lui faire peur. Donc effectivement, mais par contre, un public de novices, si tu es en capacité de lui dire, voilà, ce vin-là, il a de la puissance, il a de la richesse, et vous percevez cette consistance en bouche, très horizontale, très large, et qui se pose de manière très délicate, versus un vin longiligne, traçant, étroit, tranchant. Si tu utilises des mots comme ça, les gens, ils sont en capacité de vraiment percevoir ce que tu leur dis, alors que si tu leur parles d'aromatique, d'attaque, de milieu de bouche, de fin de bouche, ils vont être perdus, parce que même ces notions-là, faut les comprendre. C'est quoi une entrée de bouche, c'est quoi un milieu de bouche, c'est quoi une fin de bouche. Mais si tu dis, voilà, c'est rond, c'est carré, ça picote ou c'est soyeux, toi, tu vas valoriser ton vin, parce que tu vas dire, voilà, mon vin, il est comme ça, dans sa forme,
Et eux, ils vont se sentir valorisés parce qu'ils vont se dire, ah bah ouais, je suis capable de déguster un vin. Sans être dans une approche analytique qui est trop complexe. Et là, du coup, tu perds plus personne. Tu les accroches, les gens. Non, mais c'est sûr qu'après, dès que tu t'adresses à un public aussi, ou même sommelier, ou des gens qui ont déjà des habitudes de lecture d'un vin, ça apporte vraiment une dimension supplémentaire. Ça apporte une dimension autre. Et puis surtout, ce qui est super intéressant, c'est que le vin ne ment pas. Que si le vin, il a rien à dire, il s'exprimera pas. C'est pour ça que je me suis intéressée à la dégustation géosensorielle. Pour moi, c'est un peu la dégustation de l'avenir. Parce qu'on va vraiment dans la vérité, l'authenticité, dans la quête de sens, dans l'énergie du lieu, dans les messages. Si on pousse un peu plus loin et qu'on va vers de l'intuitif, on peut en plus capter des informations. Il y a des informations qui t'arrivent quand tu te laisses porter, évidemment, quand tu cherches pas trop à faire intervenir ton mental. C'est bluffant. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a une logique aussi de dégustation quand tu dégustes la gamme au sein d'un même domaine. Ouais. Là aussi, tu peux, d'accord, c'est pas forcément le même lieu, etc., mais t'as quand même une logique d'ensemble qui doit émerger de la dégustation. T'as un style, une patte. Voilà, c'est ça. Et si tu mens pas, t'as un style qui est constant et que tu vas retrouver, que tu retrouves d'un millésime sur l'autre aussi. Dans la stylistique, tu peux pas. Je dis pas un jour tu es de bonne humeur, l'autre jour tu es de moins bonne humeur, ça ok, mais dans les vins qui émergent, si tu as pris le même soin tout au long de l'année à produire tes raisins dans un environnement le plus sain possible avec une biodiversité maximum, et ben dans ce cas-là, forcément il y a une identité et un fil rouge qui émerge. Et pas que sur les verticales de terroir. Ouais, c'est clair. Donc, moi, j'ai rencontré un jour un énergéticien, amateur de vin, qui m'expliquait qu'il choisissait son vin uniquement sur base de l'énergie qu'il ressentait de la bouteille de vin. Ouais. Donc, il était en capacité de dire si le vin avait été fait par un vigneron heureux ou par un vigneron malheureux. Ouais. Donc, mais c'est sûr, il y a des choses qui émergent des vins. Il y a plein de choses qu'on peut lire au travers d'une dégustation. Ça, c'est évident. Après, c'est surtout comment tu priorises, qu'est-ce que tu passes comme message en premier, comment tu amènes le sujet, tout ça, c'est à le fond et à la forme aussi. Et sur la forme aussi, parfois, il faut un petit peu d'aide pour structurer le message parce que c'est pas si évident de l'adapter chaque fois à la personne et à sa capacité aussi à en recevoir le message. Parce que si tu as 2 heures de temps, tu peux expliquer plein de choses. Si tu as en 10 minutes ou un quart d'heure, tu dois... Justement, 10 minutes, un quart d'heure, tu peux vraiment parler de ton vin sur base de cette dimension géosensorielle. Tu réalises ton attaque, ton milieu de bouche et ton fin de bouche, en fait, c'est juste l'histoire du vin et de la structure de ton sol. C'est assez bluffant d'ailleurs. Hier, j'ai dégusté un vin qui était une roche granitique et un sol, il y avait toute une partie d'argile. En fait, dans le vin, tu percevais vraiment ça. Le vin, il rentrait en bouche. Il rentrait en bouche comme ça, et puis il s'élargissait, et il se posait comme ça. C'était un truc de dingue. Ouais. Quand le vigneron, il te dit, bah oui, mais en fait, ma parcelle, elle est comme ci, comme ça, et en fait, en bouche, tu perçois ça. Avant ça, j'aurais jamais été en capacité de faire le lien. Où il existe un lien. Finalement, si t'as une entrée de bouche qui est comme ça, et un milieu de bouche qui est comme ça, et une fin de bouche qui est comme ça, c'est parce qu'il y a une explication. Oui. Et un vin de lieu, on ne fait pas le vin qu'on veut, mais on fait le vin qu'on peut. Et le vin que le terroir, avec le cépage qui va bien, qui s'adapte au lieu, etc. C'est clair. Et tu vois, à ce sujet, je sais que Christian m'avait dit en 2010, il a eu cette confirmation qu'il avait déjà ressentie, mais il a eu la confirmation dans les vins. Parce que 2010, c'était un millésime relativement froid, qui finalement, enfin, c'est le millésime pour nous qui avait donné les rendements les plus faibles du domaine. Et il y avait des endroits où on a fait du 10 hecto-hectares, mais qu'habituellement on met dans la cuvée Elisheim, cuvée village. Et le vin à 10 hecto-hectares, il était à peine meilleur que quand on en faisait 50.
Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un terroir qui va être en mesure de donner plus que ce qu'il donne à 50. Exactement. Et tu peux t'acharner comme tu veux, et c'est pas une histoire de rendement. Non. C'est vraiment le sol, c'est le il est pas lieu, fait c'est pour le donner lieu. plus. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu adaptes en fonction de ce que tu as dans ton parcellaire. Mais pour ça, il faut l'avoir testé, et à plusieurs reprises. Tu vois, pour avoir un fil rouge qui émerge. Ou alors, tu as bien sûr une tradition familiale où tout est connu et ou du moins une grosse partie qui est connue, mais sinon, il y a pas mieux que de faire ta propre expérience sur ce qui est capable de donner un terroir. Et là, c'était vraiment très flagrant, quoi. Donc, il y a eu des choses comme ça. On dit là-bas, je sais. Quoi que tu fasses, alors autant faire du 60 ou 70 hecto-hectares sur la parcelle, quoi. Après, je pense au-delà d'un moment, ça va pas aller non plus. Donc, il faut quand même. Oui, faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre. Mais c'est pas parce que tu décrètes que tu feras un grand vin qu'il sera grand. Non. Donc, non, tu pourras mettre en œuvre. Et ça, je trouve que il y a un côté génial parce que c'est pas du tout dans l'air du temps, mais c'est une grande humilité du vigneron d'accepter ça, d'en prendre conscience, de l'accepter. Bon, t'as pas le choix non plus. T'as pas le choix. Mais et c'est pas de dire, moi je suis pas capable de dire tous les ans je fais un millésime génial. Tous les ans je vais te faire un grand feu génial. Non. Le terroir il peut être là, tu peux avoir le sol, tu peux avoir la vigne qui est soignée du mieux possible. Tu peux avoir un facteur à un moment ou un autre qui fait que, ou alors l'élevage en cave ou quelque chose qui va faire que le vin non, et cette année j'ai pas de déclic. Et si j'ai pas de déclic, à un moment donné, je vais me faire confiance et moi c'est quelque chose. Enfin, la dégustation à l'aveugle c'est primordial parce que pareil, tu sors de ton cas, tu sors de tes certitudes, tu ressens des choses, tu es là pour échanger, pour partager. L'autre en face il ressent ou il ressent pas, mais tu n'imposes pas quelque chose. Tu partages ce que toi tu ressens. Après, il y a des choses, que quelqu'un aura senti différemment, plus ou moins, mais ça se décrète pas. Non, ça se décrète pas, et on réalise que quand on fait confiance à son ressenti, on donne les informations qui sont justes. Ouais. Et ça, je l'ai expérimenté aussi en pratiquant quelques dégustations intuitives. C'est impressionnant les informations qui te viennent. Et quand tu fais confiance à ton intuition et que tu portes aucun jugement sur l'information qui t'arrive, franchement, tu es pas loin de la vérité. C'est frappant. Et c'est pour ça que j'aime autant aller, par exemple, en club de dégustation où on déguste tout à l'aveugle. C'est-à-dire, t'as beau avoir un nom prestigieux, comme on le déguste à l'aveugle, finalement, ça te parle ou ça te parle pas. Et le fait de pas savoir ce que c'est, t'es obligé de te faire confiance. T'es obligé d'être sur ton ressenti. Mais par contre, après, quand tu découvres et tu dis, quand même, c'est grand, c'est reconnu comme grand, moi, le premier truc que je me dis, c'est j'ai envie de rencontrer le vigneron, quoi. Ouais. J'ai envie qu'il me raconte son histoire. J'ai envie qu'il me raconte ce qu'il fait, comment il le fait. Ça, c'est quelque chose qui est absolument, qui est absolument génial, quoi. On fait des dégustations classiques de club, mais on a déjà goûté des saumures champigny, et on a fait une thématique saumure champigny, et à un moment donné, il y a Clos Rougard qui est sorti, les Pouilleux, je crois que c'était 2006. Et c'était juste grand, quoi. Et là, tu te dis, oui. C'est ça, il y a plus de débat, en fait, c'est ça, c'est là, et tu l'as ressenti à l'instant T. Alors, est-ce que tu es tous les jours aussi réceptif à ça? Je ne sais pas. Ça, c'est une question que je pense qu'il faut être en forme. Il faut pas être fatigué, il faut pas être stressé, il faut pas être pris par le temps, il faut être en capacité d'accueillir. Je pense que s'il existe des jours fruits, des jours racines pour les plantes, nous aussi on fonctionne en jour fruits et jour racines, tu vois. Mais nous aussi on a tout notre émotionnel aussi. Donc, mais si tu te mets dans des bonnes conditions, il n'y a pas de raison que tu sois pas en capacité d'accueillir, quoi. Et puis un vin, il ne se délivre pas non plus aussi bien à tel moment, à tel endroit. C'est en fait, ce sont des objets vivants. On travaille avec le vivant. Là, on n'est pas. Et effectivement, tu disais on travaille avec le vivant, mais tu ouvres un vin dans les 5 premières minutes, la première gorgée, tu as une sensation, et après, quand tu le laisses s'ouvrir dans le vin,
tu peux avoir mais une personnalité complètement différente. C'est comme un être humain finalement qui à un moment donné il va dévoiler ça parce qu'il veut te donner ça, et à un autre moment tu vas le découvrir sous un autre aspect, et parce que ça aura été un autre contexte, et comme ça petit à petit tu vas pouvoir faire le tour de la personnalité. Moi je pense que tu vois, la personnalité du vigneron, moi j'ai mis 10 ans à connaître Christian. Dans les vins c'est pareil, et je pense dans l'être humain de façon générale c'est pareil. Tu peux vivre au quotidien avec quelqu'un Et ne pas le connaître. Et ne pas le connaître complètement, ou connaître certaines facettes, ou voilà. Et puis un vin c'est pareil quoi. Et je pense que à un moment donné t'as une symbiose entre, et t'es pas tout le temps disposé à ça. T'as la tête, t'as le cœur et t'as tes tripes, quoi. Et ça, à un moment donné, c'est le triptyque. Et quand il est là, tu sais que là t'es en phase. Là, t'es capable de faire des choses, quoi. Ou t'es capable d'être le plus. Il faut à la fois de l'honnêteté, il faut du ressenti, il faut de la réflexion. Il faut, il y a certains éléments qui se combinent et qui sont là à un moment, à un instant, quoi. Et on n'est pas toujours disposé à ça, quoi, tout simplement. Non, non. Je crois qu'on a bien abordé le sujet. T'en penses quoi ? C'est extrêmement intéressant, et je pense qu'avec la dégustation géosensorielle, comme tu as moins de repères, tu vas peut-être plus rapidement aux fondamentaux que quand tu l'abordes sous une forme classique, où là tu es plus dans l'analyse, tu es plus dans tes repères classiques, traditionnels. Donc je pense que le fait de te sortir de tes habitudes de dégustation, ça peut te permettre d'aller plus vite à quelque chose d'assez essentiel. Ouais. Et ce qui est intéressant, enfin moi c'est comme ça que je le perçois. Pour moi c'est une espèce de dégustation 3D. T'es plus binaire. Tu intègres une autre dimension. En fait, tu perçois le vin dans toute sa dimension. Et après tu rajoutes à ça la dimension analytique classique. Donc tu démarres par une intuitive, tu fais une géosensorielle, et ensuite tu apportes le côté plaisir aromatique, parce que on est tous d'accord que boire un vin c'est se faire plaisir, c'est pas se masturber le cerveau, quoi. Mais ça peut être un plaisir aussi parfois. Oui. Pas tout le temps. Ça c'est la compétiteuse qui s'exprime. Mais il y a quand même la dimension plaisir. C'est parce clairement, que ça vous plaît. Clairement. Mais c'est sans fin en fait. C'est ça qui est magique avec le vin, c'est qu'il y a des. Tu sais que t'auras jamais fait le tour du sujet.